j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo. Et ouais, on est encore là, et on sera toujours là. Cette vidéo, on va la consacrer au top et au flop de cette Coupe du Monde. On parlera un peu des équipes qu'on trouve intéressantes, des équipes qu'on trouve intéressantes mais de manière négative. Et on essaiera de dire un peu tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ressent. Et ici avec nous aujourd'hui, un invité spécial, Saad. Comment vas-tu, Saad? Ça va très bien, et vous? Oui, ouais, tu peux me tutoyer. Avec Smaïl aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Smaïl. Ouais, il est tellement discret qu'on ne sait même pas s'il est là ou pas. Ouais, mais je prends beaucoup de place. Hein. Ouais, c'est vrai. Et voilà, comme Ismail Saad, c'est aussi un très grand connaisseur du football. Vous verrez de toute façon, vous verrez. Et puis on commence avec une équipe du Mexique qui a joué hier, les amis. Moi, j'ai trouvé cette équipe pas mal. Comment dire, c'est pas très brillant. C'est surtout la déception côté sud-africain pour ma part. J'ai trouvé une équipe du Mexique. Alors attendez, je vais juste prendre mes notes. J'avais pris quelques notes. J'ai beaucoup aimé deux joueurs. D'abord, il y avait ce Quiñones là, qui était très intéressant. Apparemment, il est le meilleur buteur. Il a dépassé Saoudite. Cristiano Ronaldo, c'est ça? 33 buts en 31 matchs. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est propre, très hein. propre. Ouais. Et là, il a confirmé. Hein. Ouais. Il a Le confirmé. championnat. Et puis celui qui a donné le centre là pour le deuxième but aussi. Celui qui a donné ce centre là, il m'a fait penser d'ailleurs au centre de Ziyech pour Quincy Promes à l'Ajax. Centre rentrant. Centre au deuxième poteau, après t'as juste à mettre la tête pour déposer le ballon dans le filet, c'était intéressant. J'ai trouvé le Mexique bien organisé, ils avaient beaucoup de sang-froid, ils jouaient calmement, ça tournait bien au milieu. Après c'est, comme je disais, plus côté sud-africain, où ils avaient aucune solution, et ça jouait pas, beaucoup de jeux longs, ils prenaient le ballon, ils centraient, ils voulaient vite arriver à la cage adverse, pas de fond de jeu. Puis une fin de match horrible, pour commencer le match avec 2 cartons rouges. Et je pense que ceux qui ont pris le carton rouge, ils joueront pas 2 matchs, non? Si c'est un carton rouge direct. Carton si c'est rouge 2 direct, jaunes, 2 c'est cartons un rouges match direct. de suspension. Horrible début de À part tournoi si- pour les Sud-Africains. Après, s'ils ont encore changé les règles. Mais normalement, oui. Moi, je les trouve meilleurs en Cannes qu'en autre compétition. Après, c'est vrai que l'Afrique du Sud, ça a été la déception de cette première journée. Tout le monde les attendait. On avait vraiment pour objectif de voir leurs prestations lors de ce match. C'était décevant. Maintenant, il y a un changement tactique lors de cette première journée du groupe A. L'entraîneur a décidé de rentrer avec 3 défenseurs centraux et 2 latéraux. C'était pas forcément la bonne chose à faire. Maintenant, on va voir s'il pourra remobiliser les troupes pour la deuxième journée, qui s'annonce quand même très intéressante au vu des 2 premiers matchs qu'on a vus, République tchèque et Corée du Sud aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder notre première vidéo où on parlait des pronos groupe par groupe. Et pour l'instant, Isma, on est bon, hein. Mexique première, Corée du Sud deuxième, donc à voir ce que ça donnera sur les 2 autres matchs. Bah oui, la tendance, elle peut changer sur les matchs qui suivent. Mais pour l'instant, on a bon. Hein. La logique est assez respectée quand même par rapport aux expériences des équipes. Mexique qui reçoit à domicile, comme on a dit. Comme tu as dit, Mehdi, l'Afrique du Sud, qui est une équipe pour l'instant qui n'a prouvé que au niveau continental. Et hier, je suis désolé les gars, mais... Dégueulasse. Ce qu'ils ont montré, c'est très très faible, c'est Dégueulasse. pauvre. Et ça nous fait mal un peu à nous, Africains. Après, pour leur défense et pour juste rapidement finir avec ce groupe, s'il y avait un match où il fallait tenter des choses et prendre des risques, c'était le match contre le Mexique qui était pour moi perdu d'avance pour l'Afrique du Sud. Maintenant, ils doivent changer des choses pour les prochains matchs, surtout contre la République tchèque qui pour moi reste un adversaire à la portée. Je te rejoins, mais... Généralement, les équipes, elles n'aiment pas prendre beaucoup de risques les premiers matchs. C'est un nouveau format, 3 équipes peuvent passer, 2 points sont peut-être suffisants. C'est vrai. Pourquoi ne pas tenter une petite dinguerie contre le Mexique et gérer ces matchs après? Bon, là, ils ont plus le choix. Hein. Oui, maintenant de toute façon, le prochain match contre la République tchèque, pour eux, c'est soit la victoire, soit ils retournent chez eux. République tchèque, justement, comment vous avez vu ce match-là? Est-ce que vous n'êtes pas endormi debout? Est-ce que c'était excitant? Moi, ce match, je vous avoue, c'était pas le top du top, surtout à 5h du matin. Un scénario pas mal en fin de match. En fait, en fin de match, ils étaient un partout. La République tchèque marque. Un but hors jeu, ouais. Juste après, tu as deuxième but pour la Corée du Sud qui sort de nulle part. Alors que la Corée du Sud, pour moi, sur tout le match, était supérieure légèrement. Hein. Mais après, aucune dinguerie vraiment dans ce match-là. C'est le niveau qu'on attendait de ce groupe. On n'attendait pas forcément des révélations ou un jeu extraordinaire. Ça reste un groupe assez équilibré. La Corée du Sud a fait le taf. Elle a pris ses 3 points, tout comme le Mexique.
Maintenant, la République tchèque, à part les coups de pied arrêtés où ils ont quand même mis un but grâce à une touche longue, je ne sais pas si ça peut les aider à avoir plus que 1 ou 2 points. De toute façon, ce groupe, pour l'instant, la tendance du groupe, elle est bien respectée, comme on a dit. Sur ce que j'ai vu, moi, sur ce match, j'ai pas mal apprécié la deuxième mi-temps. Par rapport au scénario, par rapport à la réaction coréenne, parce que n'oublions pas que c'est eux qui ont pris le premier but en deuxième mi-temps. Et leur réaction, moi, j'ai apprécié. Parce que, en fait, sur le fond du match, je trouve que la Corée a été quand même supérieure. Oui. Et donc, la logique du match a été respectée. Ils ont mérité leur Exactement. victoire. Après, attention à cette équipe tchèque sur tout ce qui est coup de pied arrêté, coup de tête, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu des buts sur une touche directe. Généralement. Oui, c'est vrai. Ça a dû être travaillé. Maintenant, les autres équipes vont aussi faire À attention un moment, à ces détails. on a eu cette impression où chaque coup de pied arrêté, chaque C'était un centre, danger. c'était dangereux. Surtout que, bon, on va généraliser, mais l'équipe coréenne, c'est une équipe qui est pas très grande en taille aussi. Le Mexique non plus. Le Mexique non plus, voilà. Donc, à voir. Ça sera Pour le l'instant, à part une réaction de l'Afrique du Sud, on voit bien l'Afrique du Sud finir à 0 point. Et peut-être les 3 autres passer. Mais sur ce que j'ai vu, moi, à part changement, à part le Mexique, je ne vois pas les autres aller plus loin que les 16e. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Brésil, les amis, grosse équipe du tournoi. On va les voir demain. Sad, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette équipe? Pour moi, je vais être un peu dur avec cette sélection. Le Brésil, pour moi, cette sélection-là est peut-être la pire en termes d'effectifs depuis C'est courageux. Ce que depuis tu dis le là. Mondial 2010. Ils ont des qualités individuelles, mais collectivement, je ne sais pas si Carlo Ancelotti a pu mettre en place un système de jeu en 7 ou 8 matchs de préparation. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé en l'été 2025. Donc il a eu peut-être 7 rassemblements pour mettre en place un système de jeu. Ce sont des joueurs qui sont solides, surtout au milieu de terrain, mais ils sont quand même assez vieillissants. On voit bien que Fabinho joue en Arabie Saoudite, que Casemiro, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller, peut-être à l'Inter Miami aux États-Unis. Ils ont Bruno Guimaraes, mais c'est pas encore une valeur sûre pour aider cet effectif. Meilleur en club qu'en sélection. Lui. Oui, meilleur en club qu'en sélection. Et ça, c'est souvent le problème du Brésil depuis. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont meilleurs en club qu'en sélection. Depuis leur dernier sacre, ils sont tous bons en club. Mais ils n'arrivent pas à réaliser grand-chose en sélection, ni en Copa América, ni en Coupe du Monde. C'est pas faux. Et Neymar dans l'effectif, pour moi, il représente une certaine fraîcheur, mais est-ce qu'il va pouvoir jouer? On sait déjà que c'est quasiment sûr qu'il sera sur le banc pour les matchs de groupe. Maintenant, est-ce que Carlo prendra le risque de le faire jouer à un quart de finale ou un huitième de finale alors qu'il n'aura pas encore eu assez de minutes de jeu? Oui, d'ailleurs, donc, même s'il joue, dans quelle forme physique il sera? Est-ce qu'on aura un Neymar un minimum à 100% ou... Sachant que ça fait quand même des années qu'il ne joue pas beaucoup de matchs, qu'il ne joue pas à un haut niveau. Et est-ce que même à 100%, est-ce qu'il sera au niveau? Et surtout, s'il n'est pas à 100%, à quel niveau il sera? Après, ça reste quand même Neymar. On n'est pas à l'abri d'un coup de génie, mais... S'il n'a pas été retenu dans l'équipe saoudienne et que le PSG n'a pas voulu de lui et que le Barça n'a pas voulu le récupérer et que Santos commence peut-être à regretter leur choix, c'est qu'à un moment donné, ce n'est plus que l'ombre de Neymar. Oui, ça on le sait. Voilà. Maintenant, et c'est surtout, désolé de te couper, surtout pour moi, ça reste sa convocation, ça reste purement marketing. Apparemment, ce sont des sponsors qui ont poussé pour sa convocation. Possible. Donc, on va voir ce que Carlo va faire avec Neymar. Ça reste un plus, mais est-ce qu'il pourra réellement aider cet effectif? À voir. C'est un point d'interrogation. Ce que je vois sur ce Brésil-là et par rapport à cette liste-là, justement, regardez, il y a pas mal de joueurs avec 3 étoiles, voire même 2 étoiles. C'est plus le Brésil qu'on connaissait d'avant. C'est des joueurs, on va dire, moyens, à part Vinicius, Rafinha et Gabriel Magalhães. Le reste, c'est moyen, et notamment au milieu aussi, on a un Danilo, un Fabinho. Alisson, c'est du déjà vu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des joueurs qui, surtout, n'ont rien pu réaliser, même avec une sélection du Brésil en 2022 ou en 2018, qui était largement au-dessus de ce 23 qui a été convoqué. Donc ils n'ont pas vraiment donné satisfaction lors des précédentes éditions. Pour finir, le Brésil, je trouve qu'ils ont un effectif déséquilibré un peu. Ils ont certaines forces, mais il y a quand même des points faibles, notamment les latéraux. Le gars qu'on voit en dernier là, en défenseur, Wesley, c'était leur seul latéral qui joue dans un club assez potable. Et là, il s'est blessé en match amical, il a été remplacé par je ne sais qui. Et du coup... Une bonne défense centrale quand même avec un minimum d'expérience, mais les latéraux,
est-ce que tu as besoin de 2 latéraux à 35 ans? Non. Puis Je sais pas. Danilo, même quand il était au Real Madrid, pour moi, il n'avait pas de niveau. Donc encore aujourd'hui, point d'interrogation. Pareil pour C'est là, Alexandro. Alexandro. c'est là où on voit la difficulté de composer un 23. Et d'ailleurs, je viens de remarquer ça. Il y a 4 joueurs de la même équipe. Flamenco, c'est ça? Alexandro, Danilo, Pereiro et Paqueta. C'est intéressant ce choix de l'entraîneur. Tu avais 4 joueurs, oui. C'est clair qu'il y aura une cohésion entre ces joueurs-là. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Parce qu'on voit depuis de nombreuses Coupes du Monde que, à part l'Espagne 2010, on voit dans chaque sélection au moins 2-3 joueurs qui sont dans le même club, mais ça donne pas forcément grand-chose en termes de résultats. De toute façon, je pense qu'on parlera un peu plus en détail du Brésil, le moment venu, par rapport au match qu'ils Notamment auront après par leur rapport- match contre le Maroc. Exactement. Le Maroc, justement. Pour commencer justement l'analyse sur ce Maroc-là, et pour faire la transition avec le Brésil, c'est quoi le pronostic? Pour moi, dans le meilleur des cas, c'est un match nul. Match nul. Je suis dur avec la sélection, mais je ne crois pas en eux. Et pour toi, Isma? Moi, tu m'aurais posé la question il y a une semaine. J'aurais pu dire que le Maroc aurait pu créer l'exploit. Mais là, tu sais, quand la compétition, tu la commences déjà avec 5 incertitudes. Mais même pas incertitudes, il y a déjà 2 gars qui sont partis, ils sont rentrés chez eux. Cette liste d'ailleurs doit être mise à jour par rapport à Aizal Zouli et Naïf Aguer. Et c'est 2 titulaires, c'est pas juste des remplaçants. de luxe. Exactement. On perd quand même un gars d'expérience comme Naïf, qui est, bon, même si c'est plus une valeur sûre en club et tout, c'est quand même un gars d'expérience en défense. Bien sûr. C'est notre seul gars défensif, je parle bien des défenseurs axe, qui a une habitude en sélection. Parce que tous les autres, c'est des découvertes. On perd quand même Aizal Zouli qui sort de sa meilleure saison. Meilleure saison de sa carrière. Et qui, sur les matchs amicaux qu'on a vus, il était en train de former un très beau trio Oui. avec Sebari et Brahim. Difficilement remplaçable. Je ne sais pas ce que Talbi donnera. J'ai hâte de voir parce que n'oublions pas que Talbi a 20 ans. Et Est-ce que tu penses- c'est un titulaire en Première Ligue à 20 ans. C'est pas mal quand même. Est-ce que justement il pourra être la révélation de cette Coupe du Monde si le Maroc va loin? Est-ce que tu es assuré que ça sera Talbi à la place de... Logiquement. Après, Ça serait pas un GSM? moi personnellement, je mettrais Ounahi et je te dirai pourquoi. Mhm. Parce que tu mets Ounahi à la place de Aizal Zouli, ça te libère un poste au milieu. Et moi, un El Khanous, j'ai vu sa saison, elle a été magnifique. Donc j'aimerais bien jouer avec El Khanous. Il y a même Samir El Mourabet qui a fait une très bonne saison avec Strasbourg. Donc le fait de mettre Ounahi à la place de Zalzouli, ça te libère une place au milieu qui est hyper intéressante. Parce que le milieu, on peut mettre Mourabet, on peut mettre El Khanous, on peut mettre Amrabat, par exemple, contre un Brésil où tu as besoin de plus de gars costauds qui défendent. Donc c'est intéressant. Et puis quand on voit les étoiles là, et quand on voit les étoiles aussi sur les joueurs du Brésil, c'est similaire. On est, C'est assez équilibré. On n'a rien à leur envier voilà, quasiment. à des 3 étoiles de part et d'autre, à part l'attaque. Mais le problème, c'est qu'on perd un 4 étoiles et un 3 étoiles d'entrée C'est ça. avant de Et, commencer. et qu'on a qu'un seul 5 étoiles, c'est Hakim. Oui. Et qui n'a jamais vraiment donné satisfaction en sélection. Il a a fait été- une bonne Coupe du Monde 2022 Il a été pour un bon. latéral. Il a été bon, mais quand on voit le rôle qu'il a au PSG et son statut, Oui. on attend Oui, plus. mais- Le Hakimi du PSG est supérieur pour moi aussi. Mais attention, au PSG en club, quand tu as tes habitudes avec ton coach et tout, c'est normal que tu vas jouer plus librement en sélection. Mais Hakimi, depuis son passage au Real, il a toujours pris des initiatives que je n'arrive toujours pas à voir au Maroc. Il ne dézone pas, il monte pas, il ne propose pas grand-chose. Avec le PSG, on le voit prendre le ballon en défense et monter avec, donner une passe décisive ou mettre un but par lui-même. Avec Donc le en Maroc, sélection, il est plus dans le Est-ce que respect c'est pas les tactique. consignes justement de Hmm. l'entraîneur sachant qu'au PSG, il peut avoir plus de liberté parce que Simon, tu as un Zahir Emery, tu as un Vitinha, tu as d'autres personnes qui peuvent le couvrir, notamment Marquinhos aussi. N'oubliez pas juste une chose, c'est que les matchs de la sélection, surtout l'époque de M. Walid, on avait des adversaires qui étaient faibles. Ça veut dire qu'ils pouvaient se permettre de monter, C'est sans vrai. vraiment mettre en danger la défense. Et on n'a jamais vu vraiment le Hakimi du PSG. C'est pour ça que pour moi, gros point d'interrogation sur lui. Pourquoi Oui. il n'arrive pas à refaire ça avec nous? Isma, pronostic Brésil-Maroc? Tout peut arriver. Ça veut dire que ça peut finir en 3-0 pour le Brésil. Là. Comme ça peut finir en match nul. Comme ça peut finir en 3-0 pour le Maroc. 3-0 pour le Maroc, ça m'étonnerait. Victoire du Maroc, c'est toujours possible. Maintenant, généralement... Donne-moi un score, Isma. Ton score. Je vais donner 2 scores. Dans la folie, je dirais 1-0 pour le Maroc. Dans la logique, je dirais 2-1 ou 3-1 pour le Brésil.
Je vais pas être d'accord avec ton score folie parce que pour moi, la défense centrale qui ne se connaît pas va dans tous les cas encaisser au moins un but. À voir comment l'attaque du Brésil va jouer. Ils sont bons. De toute façon, Ils sont bons individuellement. le point fort du Brésil, c'est son attaque. Mhm. Et nous, notre point faible de cette Coupe du Monde, ça sera forcément notre défense, Attends, puisque les deux joueurs ne se connaissent pas. Mhm. Il y a Attention, aucune comme entente. il a dit d'ailleurs par rapport à ça, comme il a dit ça tout à l'heure, il y a moyen que ça finisse en match nul. C'est Où possible. les deux équipes ne... Parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce match. En fin de compte, ça peut finir en match très fermé, où les deux équipes ne se découvrent pas. Bon, connaissant le Brésil historiquement, c'est une équipe joueuse. Maintenant, à voir. Mehdi, il a dit un truc important, il a dit je vois bien un Amrabat venir. Mhm. Donc pour moi, un Amrabat, ça serait le meilleur choix pour assurer Pour fermer le le match jeu. nul. Oui. Ouais. Un prono Mehdi? Moi, j'ai envie d'y croire. Je vais mettre 2-1 pour le Maroc. Allez, soyons fous. Et juste rapidement, les gars, je vais vous donner les jeunes du Maroc, juste en 2 mots, ce que vous en pensez. Par exemple, Ayoub Bouadi, qui a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de discussions Ah, j'aime autour de beaucoup lui. ce joueur. Et j'ai beaucoup aimé son match contre la Norvège. Il a pris beaucoup de ballons dans les pieds des adversaires. Pour une deuxième mi-temps avec le Maroc, c'est pas mal. Parce qu'il a joué une mi-temps au match précédent et une mi-temps à ce match-là contre la Norvège. Donc pour 2 mi-temps avec une nouvelle équipe, j'ai trouvé vraiment pas mal. Sachant qu'il a 18 ans, le mec, brillant avenir, je trouve qu'il aura une très belle carrière. Et Est-ce que tu je penses suis pas, confiant pour le Maroc avec lui au milieu. est-ce que tu penses pas qu'il serait un peu, il y a un risque qu'il soit dépassé un peu par l'enjeu? Je ne pense pas honnêtement. Je sais que malgré son jeune âge, il a joué la Champions League contre des grandes équipes. Il a été titulaire quasiment à tous les matchs avec Lille. Je pense qu'il a de l'expérience malgré son jeune âge. L'année dernière, c'est lui qui avait un match référence contre le Real Madrid. Exactement. Le match qu'ils ont gagné Lille, là, Il 1-0. était meilleur joueur de Lille contre le Real Madrid et c'est pas rien. Il faut juste pas oublier une chose, c'est que lors de la CAN, on avait un très bon milieu de terrain, El Ainaoui, qui, par sa naïveté, nous a coûté le match. La finale contre le Mais Sénégal. est-ce que c'est pas la naïveté du coach? Il devait Mais sortir. lui aussi. Il avait pris un coup sur la tête. Lui aussi. Ça reste aussi. Il prend une grande part de responsabilité dans ça. Tu n'es pas prêt pour finir le match, tu sors. Les amis, on analysera plus en détail cette équipe du Maroc, Vas-y. mais on Après doit le passer. premier match du Maroc, oui. Passons à l'équipe de Hollande, les Pays-Bas. Point d'interrogation sur cette équipe également. Qui a envie de dire quelque chose? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à leur sujet, à part gâchis et déception. Pour moi, cette sélection excelle dans la médiocrité. Mais pour une fois, on ne peut pas attendre grand-chose. Et donc, il n'y aura pas de déception. Leur star offensive joue au Brésil. Depay, Oui. Quel club déjà? Corinthians. Corinthians, voilà. Et il a été viré de l'Europe. Leur point fort, c'est le milieu. Ils ont quand même un milieu qui est très solide avec Ouais, effectivement. Gravenberg, Tijani Reinders et De Jong. Ça reste Mais quand même- même propre. Même les remplaçants sont pas Oui, mauvais. oui, ils ont leur milieu pour moi. Copain c'est Oui. un joueur qui est pas mal. Hein. Oui, oui, leur milieu pour moi, c'est leur point fort. Maintenant, il faut que la défense fasse le travail. Je ne sais pas qui va aligner d'entrée dès le premier match, mais quand même, Van Dijk, ça reste une valeur sûre avec l'équipe nationale. Et ils ont aussi 2 latéraux qui sont Seul très joueur, dangereux. Van Dijk, a été noté à 5 étoiles sur cette liste. Ils ont quand même un joueur qui est beaucoup apprécié par Van de Ven. Van de Ven, Oui. par la communauté et tout, et qui peut jouer, d'ailleurs, c'est un gaucher qui peut jouer en défenseur central avec Van Dijk, comme il peut jouer latéral gauche. Et il y a beaucoup d'équipes qui suivent son cas. Ils ont quand même un gars d'expérience comme Dumfries, qui a quand même sorti une saison référence. J'aime beaucoup ce joueur. il y a moins 4 d'un an. étoiles aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a un point d'interrogation sur les gardiens. Moi, je sais que leur gardien titulaire, ça sera Verbruggen, qui joue, si je me trompe pas, à Brighton. Ouais, d'ailleurs, il joue à Brighton. Lui, je sais que c'est un bon gardien, mais de là à être au niveau des grands gardiens des grandes sélections, je sais pas. Donc, il y a un point d'interrogation sur le gardien. En tout cas, en défense, je pense que quand on voit leur liste défensive, C'est propre. on voit quand même il y a beaucoup de sélections qui aimeraient bien avoir leur défense. comme ça. Après, ils ont une place libre à droite. Frimpong ne fait pas partie du voyage. Qui va aligner à droite? C'est ça la Et question. même Timber d'Arsenal, je pense qu'il est Il est blessé. blessé. Sur Donc à droite, ils ont Dumfries ou rien, c'est ça? Et à gauche, Nathan Ake. À gauche, ils ont du monde. Ils ont même le Hato, c'est un petit jeune qui a signé à Chelsea. Bon, il n'a pas assez confirmé à Chelsea, mais bon, à Chelsea, c'est compliqué. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est ce premier match contre le Japon. On verra directement la capacité de cette équipe hollandaise C'est vrai que... à jouer. Et c'est vrai que maintenant que je vois la liste, c'est tendu offensivement. Ils ont quand même donné le Malen, qui
qui est arrivé en milieu de saison à l'Ice Rome. C'est pas un ancien de Dortmund. Exactement. Et il est arrivé en milieu de saison à l'Ice Rome. Lui, il a pas mal planté en arrivant à l'Ice Rome. Mais est-ce qu'ils pourront faire mieux que Van Persie, Schneider et Robben? Non. Voilà, mais c'est ça le problème. Mais des fois, c'est pas quand tu attends le moins qu'une sélection elle peut aller plus loin. Quand il n'y a pas beaucoup de stars, il n'y a pas beaucoup d'ego. Avec eux, ils vont pas se faire humilier, mais rappelons-nous l'Euro 2021 où ils ont fini la phase de groupe à 9 points, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont été éliminés en 8e de finale contre un adversaire largement à leur portée. Donc avec les Pays-Bas, tout est possible. J'ai une question pour vous, justement. Sachant que les Pays-Bas passera première ou deuxième de son groupe, en 16e déjà, ils seront face soit au Maroc, soit au Brésil. Est-ce que vous les voyez passer soit le Maroc, soit le Brésil? Je pense que le match contre le Pays-Bas-Brésil, ça sera un très beau match. Maintenant, j'ai quasiment la même analyse pour les deux équipes. Pour moi, ça sera... Il ne faut pas attendre grand-chose de ces deux équipes-là. Tout le monde peut passer et tout le monde peut se faire éliminer. Je ne pourrais pas me prononcer dès maintenant. Je dois voir déjà ce qu'ils proposent. En fait, c'est des matchs... par exemple, moi, si tu me dis Pays-Bas-Brésil, je peux te dire Pays-Bas peut enlever ce Brésil-là. Et comme il a dit ça, on aura plus de visibilité et d'idées d'ici les 16e. C'est-à-dire on jaugera les deux équipes. Maroc-Pays-Bas, tout peut se passer aussi. Si le Maroc... En fait, le Maroc, une fois qu'ils sont en 16e, c'est là où ils deviennent dangereux. Parce que le Maroc, on a peur pour eux dans les groupes. Et il faut faire très attention au match Pays-Bas-Japon parce que ça va être vraiment un match de référence. Un vrai test pour les deux équipes. France. L'équipe de France. Là, on passe un cran au-dessus des Pays-Bas quand même. C'est pour moi, l'équipe remplie de stars. Pour moi, ce sont les favoris incontestablement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sur le papier. Oui, Mbappé doit se rattraper et montrer qu'il est encore l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que sur les 2 dernières saisons au Real Madrid, il n'est ni le meilleur français, ni le meilleur joueur de Liga. Donc, et surtout qu'en termes de buts, il ne fait pas beaucoup mieux que Haaland et il marque moins de buts que Harry Kane. Donc, surtout cette saison. De tous les côtés, ce n'est plus une star. On lui reproche même son arrivée au Real Madrid. Oui. Qu'être un poids pour l'équipe du Real, Exactement. un poids pour la sélection, un poids pour le PSG qui a réussi à gagner 2 Ligues des Champions après son départ. Maintenant, s'il ne veut pas se retrouver dans une situation où ça sera le nouveau Griezmann, parce que ça va arriver, s'il se floppe, s'il se rate dans cette Coupe du Monde, pour moi, ça sera le nouveau Griezmann. Il va reculer et donner les clés à un Dembélé, un Olysée ou qui voudra bien prendre cette place. Qu'est-ce que vous pensez du milieu de cette équipe ? C'est le point d'interrogation, je pense, de l'équipe de France. Parce que, ils ont un bon gardien. La défense, elle est en place. C'est du classique. Offensivement, ils ont tellement de choix que oui, il ne peut pas se louper. Ouais, dans tous les cas, offensivement, sur le papier, je pense que c'est les meilleurs choix possibles en termes de sélection nationale. C'est solide, défensivement. Ouais. Pour revenir à ta question média au milieu, c'est le point d'interrogation. Parce que, si dans cette liste, on peut quand même prendre un Ryan Cherki et le mettre avec les milieux. Parce que là, ils ont mis que les milieux qui ont un poste un peu plus relayeur ou défensif. Et là, on voit pas le problème il y a quand même des joueurs qui sont... Tu as quand même un Chouameni. On peut mettre Cherki, on peut même mettre Dembélé en 10 peut-être. Il faut mettre Cherki. Pour moi, il faut mettre Cherki. Et l'erreur que va peut-être faire Deschamps, c'est mettre entre guillemets Émossé, Rabiot. Et pour moi, ça sera une grosse erreur. Moi, ça m'étonnerait. Je pense qu'il mettra Émossé, comme on avait dit dans l'épisode précédent média. Soit il va mettre Olysée, soit il va mettre Dembélé. Par rapport à ce qu'il nous a montré dans les matchs amicaux. Mettre Dembélé en milieu de terrain, c'est bien, mais je pense que c'est gâcher énormément de possibilités offensives. Pour moi, Dembélé, ça en pointe, Mbappé à gauche, Doué ou Olysée à droite, et en milieu de terrain, Cherki. Et là, il faut quand même faire des choix assez forts et ne pas avoir peur d'adversaire. Difficile de mettre Olysée sur le banc. Non, vu la saison qui sort, et les matchs amicaux, on dirait que c'était le seul à briller. Et dommage de mettre Doué sur le banc, du coup. Voilà. Aussi. Après, il y a tellement de qualité dans cette équipe de France que tout le monde peut jouer. Et ce n'est pas un scandale de voir Doué sur le banc ou Olysée sur le banc. Là, il va falloir montrer qu'ils méritent leur place. C'est ce qui va être beau dans cette sélection, c'est que ceux qui vont rentrer doivent prouver. Est-ce que vous pensez que si les 2 premiers matchs, par exemple, Mbappé se rate ou Dembélé se rate, Deschamps sera capable de les mettre sur le banc pour mettre un Doué à leur place, par exemple ? Ça m'étonnerait pour Mbappé. Alors que pour Dembélé, c'est possible.
Tout est possible. Dembélé, le dernier ballon d'or. Et le Même. potentiel ballon d'or encore. Mais maintenant, en fait, la différence entre Dembélé et Mbappé en sélection, c'est que Mbappé, il t'a donné quand même plus de garanties en sélection. Dembélé, je vous donne une stat un peu drôle. Dembélé, je pense je vais arrondir. En 50 sélections. 5 buts, 6 buts. Non, il doit être à 7 buts peut-être. Ouais. Et là, Olysée vient de l'égaler en 16 sélections. Après, il ne faut pas oublier qu'en 50 sélections, on avait droit à un Dembélé qui ratait énormément d'occasions. C'était le spécialiste des ratés. Donc aujourd'hui, c'est plus le Dembélé de 2017, 18, 19. En fait, ainsi de suite. je vous dis un truc. Dembélé, ça fait 1 an et demi qu'il a ce statut, qu'il a changé de statut. Est-ce que vous avez un match référence de Dembélé en sélection en 1 an et demi? Non. Exactement, j'ai pas ça en tête. Voilà. Mais C'est pour ça qu'il a moins, pour répondre finalement à ta question, c'est pour ça qu'il a moins d'assurance ou moins droit à la faute qu'un Mbappé. Après, aujourd'hui, on a 2 nouveaux joueurs qui participent à l'attaque de l'équipe de France. Cherki et Olysée. Est-ce qu'ils se compléteront mieux avec Dembélé? Est-ce que justement ça ne passera pas? Gros point d'interrogation quand même à comment cette équipe française gérera son offensive, gérera son attaque. Doué, ça va marcher. Deschamps, pour même jouer la sécurité, il aurait pu mettre Barcola, Doué et Dembélé. Ça peut marcher, il peut gagner ses matchs. Maintenant, comme a dit Ismail, Mbappé bénéficie d'une immunité qu'aucun autre joueur en équipe de France non. Et pour Difficile de mettre le capitaine sur le banc. surtout que le plus gros match, c'est le premier. Donc même s'il se rate, il pourra se rattraper contre la Norvège et l'Irak. Ils seront intéressants les matchs de cette équipe de France. Hâte de les voir jouer. Vous pensez quoi de leur parcours? Comment sera leur parcours? Oui. Est-ce qu'ils vont aller le plus loin possible ou il y a moyen qu'ils, je sais pas, sur un malentendu, sortent en 8e de finale ou quart de finale? Moi, je vois ça comme une possibilité. Je ne serais pas surpris s'ils sautent en 8e, voire en 16e même. Pour moi, étant donné que Mbappé doit se rattraper et que surtout c'est la dernière Coupe du Monde de Deschamps, je pense pas qu'ils vont flop aussitôt dans la compétition. Donc minimum demi-finale. Minimum. Sauf s'ils rencontrent un gros, je connais pas encore le tableau. Mais s'ils se Oui. prennent un Espagne en quart de finale, là on va rediscuter. Mais pour l'instant, je ne vois aucune équipe, à part l'Espagne, allez, Argentine et Portugal, les déranger. Surtout pour finir, juste le nouveau format. En fait, c'est un format qui te donne la chance de te rattraper un peu. Oui, largement. Uruguay, équipe classique, on va dire. C'est un peu l'Uruguay des dernières années en termes de niveau. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur l'Uruguay. En fait, c'est une équipe qui a pas beaucoup d'individualité. En fait, ces individualités ne sont pas au sommet de la forme ou ne sont pas bien mentalement. Ça veut dire, par exemple, si on prend un attaquant de Darwin Nunez, qui même en Arabie Saoudite ne joue pas. A été éjecté de la liste. Il a été éjecté de la liste. Et ils ont ramené Benzema à sa place. Ils ont même tenté un Marcos Leonardo, des joueurs lambda à sa place. Donc, je sais pas, dans les attentes qu'on a sur Darwin Nunez, je sais pas dans quel niveau de forme il sera. Maintenant, leur meilleur joueur, C'est Valverde, il fait quand même une bonne saison en Real. Mais on a vu ce qui s'est passé dernièrement, l'épisode avec Chouameni, tout ce qu'il y a eu autour. Donc lui, c'est plus contrairement à Darwin Nunez, lui, c'est son état d'esprit qui inquiète. Maintenant, ils ont quand même des joueurs, on va dire des bons joueurs, ou des joueurs confirmés comme Ugarte, Betancourt. Ça reste des joueurs qui n'ont pas prouvé en club, malgré le fait qu'ils aient joué dans des grands clubs. Surtout des gars qui sont là depuis des années. Betancourt, il a eu quand même la Juve de Cristiano et il n'a pas pu même être une pièce maîtresse. C'est pas faux. Ugarte, il a été éjecté du PSG après une saison, où il a passé la plus grande partie de la saison sur le banc. Et un Muslera qui est là en sélection avant notre naissance. À chaque fois qu'on voit la sélection uruguayenne, il y a toujours Muslera qui est là. Et sans oublier qu'en termes de défense. En défense, ils ont un joueur qui pour moi ne mérite même pas de jouer au foot, c'est Araujo. Et José María Jiménez qui était un bon défenseur, mais quand même... Dernièrement, c'est un peu plus compliqué. Oui, il est remplaçant Atlético. Restons sur Araujo quand même. C'est un gars qui, à tout moment, peut faire une erreur ou donner un but ou donner un pénalty ou prendre un carton rouge. Il pourra coûter une qualification à sa sélection. Ouais. Mais Araujo, là, ce qui montre sa place, elle est en Afrique du Sud. Ouais. Pour un petit carton rouge en plus. Oui, en première mi-temps. Et surtout que l'Uruguay, c'est une équipe sur le papier qui reste favori pour arracher la deuxième place.
Logiquement. Et, Logiquement, on va les voir au deuxième tour. Et pourquoi on parle de l'Uruguay aujourd'hui? C'est qu'on garde tous en tête leur magnifique parcours en 2010. Mhm. Mais il faut pas Ils oublier avaient que une ça belle fait, génération. ouais, il faut oublier que c'était il y a 16 ans et qu'aujourd'hui on est loin de l'époque Forlan, Cavani et Suarez. Ouais. Donc on attend de voir comment ça va se défiler ces matchs, mais pas trop d'attente par rapport à l'Uruguay. Non, non. Grosse équipe là encore, Espagne. Sacré Espagne. Équipe de stars, encore une fois, avec la France, pour moi, les deux favoris peut-être. Et les deux favoris les plus clairs qui se dégagent de cette Coupe du Monde par rapport à ce qu'ils ont montré dernièrement. On a vu une Espagne à l'Euro 2024 où, dans le football actuel, c'est rare de gagner avec la manière. Et j'ai l'impression que la seule sélection qui arrive à le faire tout le temps, c'est l'Espagne. Après on revient à un remake 2010 avec beaucoup de joueurs du même club et surtout des titulaires. Donc il y a une certaine entente entre eux. Maintenant, petit point d'interrogation pour les matchs de groupe, parce qu'il ne faut pas oublier que Nico Williams n'est pas en forme. Yamal qui revient de blessure. C'est une sélection qui va beaucoup reposer sur ses milieux de terrain, comme à leur prime d'ailleurs. La pire nouvelle pour l'Espagne, c'est la blessure de Fermín López, qui pour moi aurait été un élément clé de cette phase de groupe. Avec un Yamal qui est pas à 100%. J'adore ce joueur, c'est dommage. Il est incroyable et il méritait vraiment sa place en Coupe du Monde. Mais bon, il y a pas mal de joueurs qui peuvent le remplacer. Mais il peut jouer en faux neuf aussi. C'est ça qui est intéressant. Il peut donner satisfaction à droite et à gauche. C'est ce dont l'Espagne a besoin aujourd'hui. En attendant le retour de Yamal et de Nico, ils ont vraiment besoin de latéraux. Jérémy Pino, c'est ça? Jérémy Pino et Alex Baena, pour moi je les ai vus un peu jouer avec la sélection. Ils n'ont pas de garantie. Non, c'est pas des joueurs qu'il faut aligner. Ouais, c'est pas des joueurs qu'il faut aligner. Ils ont quand même un bon milieu de terrain. Non, le milieu il est excellent. La défense. Elle est bonne. Et ouais, Puis moi j'aime bien Oyarzabal avec l'Espagne, il donne toujours satisfaction. C'est un joueur qui est très sous-coté, Oyarzabal. Donc pour vous, c'est Oyarzabal qui doit jouer titulaire, pas Ferran Torres. Bonne question. Ferran est vicieux dans son jeu, mais Oyarzabal a l'expérience. Maintenant, j'ai rarement vu Oyarzabal rater un 1 contre 1. Alors que Torres en a raté plusieurs, notamment Torres, cette saison. Où vu qu'il n'a pas une formation d'attaquant de pointe, il lui en faut 5 pour en mettre une. Et il ne faut pas oublier une stat, c'est que cette année, le Barça, c'est l'équipe qui a touché le plus de fois le menton. Et sur 7 fois, je pense que Ferran Torres était responsable de 6 fois. Donc c'est pas une valeur sûre. Maintenant, on ne peut pas lui enlever sa grinta. Et ça va être très très intéressant, surtout face à l'Uruguay, où c'est une équipe qui est quand même assez agressive dans son jeu. Les gars, au milieu, ils ont quand même un des derniers ballons d'or. Ils ont un Pedri qui est là, minimum top 3 meilleur milieu actuel du monde. Ils ont un Fabien Ruiz qui confirme. Fabien Ruiz, ce qui est drôle, moi je me rappelle quand il était venu au PSG, il faisait la paire avec Carlos Soler. Oui. Je trouvais les deux dégueulasses. Puis dès que Soler est comme parti, beaucoup de monde d'ailleurs. Dès que Soler est parti, Fabien Ruiz s'est révélé. Et là, je le trouve excellent avec Paris. Pour moi, c'est pas forcément le départ de Soler qui l'a libéré, surtout l'arrivée de Luis Enrique qui a su le mettre dans les meilleures dispositions. Et l'arrivée de João Neves aussi. Oui, qui a sécurisé déjà le côté défensif. Parce qu'il a fait une saison avec Luis Enrique où il y avait Carlos Soler d'ailleurs. Oui. Grosse transformation de Ruiz qui me fait penser un peu à Modric à ses débuts avec le Real Madrid. Et qui ensuite devient très aimé par le public et explose. Mais Fabien Ruiz n'aura jamais le statut de... Ah non. Parce que ça reste un bon soldat. Oui. Ça sera pas... Personne ne va se rappeler de Fabien Ruiz dans 20 ans en parlant des deux LDC du PSG. Modric, c'est la une plupart légende vont plus se absolue. rappeler de Vitinha ou Vitinha, même João Neves. Je ne Neves. compare pas sur ce point-là, bien sûr. C'est juste par rapport à leur situation dans le club. Mais Modric, c'est Là, je suis d'accord. 3 classes à... Bon, les gars, on est d'accord que l'Espagne va aller loin. Juste dernière question. Pour vous, qui mériterait de jouer gardien titulaire entre les trois? Ah, gros débat. Gros débat. Parce que l'intouchable, c'est Unai Simon. Maintenant... Et c'est celui sur le papier qui mérite le moins par rapport à sa saison. Et Juan Garcia, c'est le meilleur gardien de Liga. Et Raya, il sort une saison incroyable. Il gagne la première je ligue, mettrais finaliste. Raya. Moi, je mettrais Raya parce que Arsenal avait la meilleure défense de cette saison en Europe. Donc rien que pour ça, je mettrais Raya. La confiance qu'il a dû avoir en gagnant une première ligue et en arrivant en Champions League. Et d'ailleurs, en Champions League, il ne prend un but qu'en penalty aussi. Après, je trouve, moi, généralement, les joueurs d'Arsenal, ce qui leur coûte leur saison, c'est leur naïveté. Et Raya, pour moi, ça reste un bon gardien, mais je ne sais pas si ça sera
le gardien qui va te faire gagner un match. Alors toi, tu irais plus vers un Joan Garcia. Joan Garcia, je l'ai vu au Barça, il a un vice que Raya n'a pas. Si on avait le choix, on ne mettrait pas Unai Simon. Oui, mais ça serait l'un des deux. Oui. Pour Mehdi, c'est plus Raya, pour Sad, c'est plus Garcia. Honnêtement, Garcia, je ne l'ai pas trop vu avec le Barça cette saison, donc je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner. Mais moi, de ce que j'ai vu défensivement de l'équipe d'Arsenal, Raya m'avait convaincu. Il ne faut pas oublier que Raya a une bonne défense devant lui. Il a une équipe qui joue en groupe et qui défend bien. Joan Garcia a pu gagner le trophée du meilleur gardien en ayant le Barça qui joue avec une ligne défensive très haute et qui anticipe toujours les erreurs des défenseurs. La ligne défensive du Barça qui était son point faible. Les gars, maintenant que je regarde la liste, j'ai juste une petite question. Là, on est sûr que Barça va jouer titulaire, mais on mettra qui avec lui Laporte. Pour moi, c'est Laporte. Et est-ce que Laporte a le niveau? Non. Donc ils ont quand même un petit point faible. Là. Normalement, on a trouvé un petit point faible. Normalement, ça aurait dû être, mais ils jouent tous les deux au même poste. Mais Hausen, pour moi, il mérite sa place. En parlant de Cubarsi, moi j'aurais mis 3 étoiles à ce joueur, pas 4. Il fait quand même des erreurs. Cubarsi, oublie pas son âge. Oui. Pour son âge. Moi, celui à qui j'aurais mis 3, Sad, c'est Laporte, vu son niveau actuel. Très bien, passons de toute façon, beaucoup de choses à dire sur cette équipe, on reviendra là-dessus encore. L'Arabie Saoudite, je sais que ça te tenait à cœur de parler de cette équipe, mon cher Sad. Mais ça va être rapide. D'ailleurs, on voit leur note 1,7, personne ne les attend. Beaucoup de joueurs d'Al Hilal, beaucoup de joueurs d'Al Nasr, c'est du lourd ça. Hein. Mais ça, c'est bien pour eux parce que il faut pas oublier qu'ils ont aujourd'hui, ils ont l'habitude de jouer avec des Cristiano, des Joao Félix, des Mané, des Benzema. Donc, ils ont quand même relevé leur niveau, même en termes d'exigence. Maintenant, ils peuvent plus se contenter de faire peut-être 2 points ou un match nul. Aujourd'hui, quand on voit tout l'argent dépensé pour rapatrier ces stars, il faut un résultat. Et normalement, le résultat doit se voir aujourd'hui parce que pour 2030, on ne garantit pas que les Mahrez, les Mané, les Cristiano resteront là jusqu'en 2030. Donc, ils doivent confirmer aujourd'hui. C'est une sélection qui doit se donner à 100% pour se qualifier, contrairement au Qatar qui, elle, sur un malentendu, peut gratter 2 points et se qualifier. Pour moi, l'Arabie Saoudite a surveillé. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un flop total, mais je vais plus juger leurs prestations, leur envie de gagner plutôt que leurs résultats. Quand tu vois ce groupissement, est-ce que pour toi, l'Arabie Saoudite peut être deuxième? Est-ce que tu vois une possible victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Uruguay, sur le Cap-Vert, par exemple? Moi, l'Arabie Saoudite, je pense qu'elle va déranger tout le monde. En fait, Espagne-Arabie Saoudite, ça peut se finir en 4-0 pour l'Espagne, comme ça peut se finir en importe. Maintenant, l'Arabie Saoudite, il y a moyen qu'elle passe devant l'Uruguay. Il y a une chance. Il y a un scénario où c'est possible. Mais dans tous les cas, je pense que l'Arabie Saoudite, pour confirmer, comme il a dit ça, les investissements, tout ce qui va avec, préparer le 2034, ils ont quand même fait une victoire en 2022 contre le futur vainqueur. Je pense que là, ils sont dans une confirmation. Et je pense que leur confirmation pour eux, ça sera quand même de passer cette phase de groupe que je ne suis pas sûr qu'ils n'ont jamais passé. Mais le seul problème pour moi, c'est leur sélectionneur qui pour l'instant, on n'a pas d'habitude. On sait pas ce qu'il vaut. Il a entraîné en Grèce, beaucoup de clubs de 2e division. Donc il peut aider ces joueurs-là à passer à une étape supérieure. Mais de là à battre l'Espagne, je pense que c'est... Est-ce que tactiquement, il ne saura pas le faire? Compliqué. Allemagne. Voilà une équipe que j'aime bien, un groupe que j'aime bien, que je trouve fort, que je trouve en renaissance un peu aussi. Pas mal de nouveaux joueurs. Assez équilibré sur toutes les lignes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, quand on voit la liste, ils ont des qualités. Maintenant, c'est pas l'Allemagne qui fait rêver. Pour moi, ils ont beaucoup de joueurs du Bayern, certes. Ils ont un Rudiger au Real, mais il ne faut pas oublier que Rudiger fait beaucoup d'erreurs. Jonathan Tah, c'est pas une valeur sûre. Schlotterbeck est bon, mais est-ce qu'il va confirmer l'année prochaine, et surtout quand il ira dans un grand club? Pour moi, Gnabry, c'est pas le Gnabry de 2020. Sané, est-ce qu'il est là? Oui. Sané, il est parti en Turquie. Donc, l'Allemagne à l'époque n'avait pas forcément de stars, mais c'est l'équipe nationale qui avait le plus de bons joueurs en sélection. Quand on voit Miroslav Klose, Lukas Podolski, Müller, c'était des vrais... Kroos. Voilà, Kroos, il a réussi au Real Madrid. Oui, mais je parle vraiment des joueurs qui étaient bons en sélection. Comme Michael Ballack aussi.
qui, pendant sa période où il était à Chelsea, il n'a pas remporté beaucoup de trophées. Mais avec l'équipe nationale, il a atteint la finale de la Coupe du Monde et la finale de l'Euro. Donc aujourd'hui, sur tous ces joueurs-là, je ne vois aucun du statut de Miroslav Klose ou ceux qui peuvent aider l'Allemagne à aller accomplir leur mission avec brio. C'est vrai que quand on voit l'Allemagne d'aujourd'hui et qu'on le compare aux Allemandes d'avant, je pense pas que c'est cette Allemagne qui va créer un exploit ou d'aller le plus loin possible. Je pense que, vu le format, ils vont quand même être un minimum à la hauteur. Mais peut-être leur limite, c'est une quart de finale. N'oublie pas une chose, c'est que c'est quasiment le même format à l'Euro 2021, où ils sont passés dans le fameux groupe Allemagne, France, Portugal, Hongrie, et ils ont été éliminés par l'Angleterre en huitième de finale directement. Après, ils ont pris l'Angleterre, quand même. Non, mais dès qu'ils ont eu un adversaire redoutable, ils sont partis. Ouais, ok. C'est ce que je voulais dire, moi. C'est que l'Allemagne, je compte pas trop sur eux. N'oublie pas, quand on voit la liste, les gars, il y a un Neuer très vieillissant, qui n'a pas été très rassurant sur la demi-finale là, contre le PSG. Et même le quart de finale retour. Exactement. La défense centrale, comme on a dit, moi, pour ce que j'ai vu, le meilleur gars qui se dégage, c'est Schlotterbeck. Jonathan Tah, c'est un bon défenseur, mais je pense qu'il a besoin d'un joueur de qualité à ses côtés. En latéraux, on n'a pas David Rome, je le connais, mais arrière gauche. Mais je sais pas si. Et Antoine, c'est un central. Ben oui, c'est qui le latéral droit? Et le milieu, c'est pas mal. Mais encore le milieu, on a du Goretzka, on a du Florian Wirtz qui sort une saison catastrophique avec Liverpool, on a du Jamal Musiala qui revient de blessure. D'ailleurs, Karl est blessé. Est blessé. Donc aujourd'hui, ils ont des beaux joueurs, mais est-ce qu'ils vont pouvoir Pavlovic, quand même pas mal, non? Stiller, on en parlait beaucoup au Real. Pavlovic, c'est. Stiller, c'est celui qui a le gros nez. Oui. Je voulais pas le dire. Stiller, oui. Stiller, il est bon, mais après, est-ce qu'un joueur de Stuttgart pourra faire la différence? Attention à l'Allemagne, parce que est-ce que tu te rappelles à l'époque des 2010 où Ozil qui était encore au Werder? Mais c'était un Ozil qui, dès qu'il a percé, il est allé au Real. Stiller était demandé par Alonso et Florentino Pérez n'a pas voulu le prendre. Mais est-ce que Ozil, c'était pas une révélation pendant la Coupe du Monde? On ne suivait pas vraiment Ozil, mais il sortait quand même, je pense, une bonne saison pour être sélectionné en équipe d'Allemagne Prime. C'est qu'il méritait sa place. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il vaut au Steelers, mais c'est par défaut aussi. Je pense. On ne va pas se mentir que l'effectif ne fait pas rêver. Et les gars, on attaque. Moi, cet effectif, je trouve assez équilibré. Pour moi, cette Allemagne pourrait battre n'importe quelle équipe à part l'Espagne, par exemple. Dans un bon jour, elle peut battre n'importe quelle équipe. Pourquoi pas? Je sais qu'à un moment donné, il pourrait être face à l'Angleterre ou au Brésil, à partir des quarts ou des huitièmes, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs qui font particulièrement rêver, mais je sens qu'il va y avoir une cohésion entre cette équipe-là, entre ces joueurs-là. Après, juste une chose à rajouter, l'un de leurs attaquants, Nick Woltemade, qui joue à Newcastle. C'est 8 buts en 33 matchs. Sachant que on est loin des anciens standards allemands. Undav, c'est un peu plus Denis compliqué. Undav, il fait une très bonne saison avec Stuttgart. Moi, c'est leur meilleur buteur, je pense leur meilleur joueur. Havertz qui a fait une bonne saison, une bonne fin de saison. Havertz qui n'est pas un neuf de base. Oui, mais c'est quelqu'un qui plante dans le but quand même. Mais c'est un joueur très nonchalant. Il peut te mettre un triplé comme il peut rater tout. Du match contre Costa Rica en 2022, il avait mis un triplé contre le Costa Rica et malheureusement l'équipe n'a pas pu se qualifier. De toute façon, pour moi, le 9 indiscutable, c'est ce Denis Undav. Oui, Undav qui sort d'une très bonne saison, 19 buts en Bundesliga, 3. Tu mettrais Undav à la place d'Havertz? Oui, bien sûr. Oui. Havertz, je le mettrais en support à Undav, peut-être en faux neuf ou même les gars, en ailier gauche. Il est où le gars du Bayern là? Musiala? Non. Gnabry. Gnabry, je pense, blessé. Ah oui, je crois qu'il s'est blessé. Mais en fait, les gars, quand vous voyez leur attaque là, les joueurs offensifs qui sont convoqués, honnêtement, ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Une dernière chose, moi je me base aussi sur les anciennes compétitions où ils ont été catastrophiques dans le Final Four de la Ligue des Nations, où ils ont perdu leurs 2 matchs, alors qu'ils étaient à domicile. Oui, effectivement. Ils ont marqué un but contre l'Allemagne, le Portugal, ils se sont fait remonter, et contre la France, ils ont dû perdre de 2-1 ou 3-1, quelque chose comme ça. Beaucoup d'interrogations sur cette équipe aussi d'Allemagne, et beaucoup d'interrogations sur beaucoup d'équipes cette Coupe du Monde. Ça va être intéressant de suivre tout ça.
Et interrogation sur cette équipe anglaise aussi. L'Angleterre, pour moi, c'est une nouvelle méthode de travail de Thomas Tuchel. Il est en place depuis 2 ans et on devrait voir des résultats aujourd'hui. C'est une équipe d'Angleterre qui se complète, contrairement aux autres éditions, où on avait les plus grands noms des grands clubs anglais. Je ne valide pas forcément cette méthode de Tuchel, mais il a forcément dû voir des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre. Rappelons juste que son prédécesseur, en 4 compétitions, il a fait demi-finale de Coupe du Monde, finale de l'Euro, quart de finale Coupe du Monde et encore finale de l'Euro. Donc Southgate n'a pas réussi à apporter un trophée aux Anglais. Tuchel est là pour ça. Et donc espérons que ces 2 années à la tête de la sélection vont porter leurs fruits et qu'il va faire de l'Angleterre une équipe redoutable. Est-ce que tu penses, Isma, que Southgate et Tuchel, c'est un peu comme Mourinho et Ancelotti au Real? Est-ce que Tuchel va venir terminer le travail de Après, Southgate? Tuchel, c'est pas un profil qui est similaire à Ancelotti. C'est plus le contraire. C'est pas un gars qui va être... qui va mettre les stars dans les meilleures dispositions et tout. C'est plus un gars qui va imposer ses choix. Maintenant, je vois quand même, malgré les gars qu'il a choisi de ne pas ramener avec lui, je vois quand même une bonne liste assez homogène. Moi, je pense que Très bon milieu. Ouais, je pense que l'Angleterre, ça ira loin, minimum. Petite parenthèse, pour moi, Cole Palmer méritait sa place. Par rapport à sa saison. Mais ça reste quand même Cole Palmer. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il tient lui tout seul à Chelsea, c'est l'équipe peut-être la plus irrégulière de ces 10 dernières années. Il aurait pu faire la différence à tout moment. Et le gars, l'autre jour, j'ai vu la pub de Nike pour la Coupe du Monde. Il était dessus. Il était là, ah ouais. Ça m'a fait de la peine pour lui. Quand même. Top fort pour cette Angleterre? Il y a moyen dépendamment du tableau. Oui, dépendamment de qui ils vont affronter. Mais je pense que leur maximum, c'est une demi-finale. L'Argentine. Une autre équipe de top fort, potentiellement. L'équipe préférée de Sad. Alors, l'Argentine, c'est déjà les champions du monde, donc ils rentrent avec le statut de favori. L'équipe à battre. Voilà, l'équipe à battre sans forcément le vouloir. À battre ou à abattre. L'Argentine reste solide avec la méthode Scaloni. C'est une équipe qui, en 2022, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est qu'ils sont rentrés en 2022 avec la pression d'un résultat. Et ils l'ont eu. Et ça, c'est très rare de voir une équipe comme ça qui rentre avec la peur de perdre. Parce qu'ils n'ont pas été aidés, justement, pour l'avoir. Non, ils n'ont pas été aidés. Ça montre que l'Argentine ne se déplace pas vraiment pour rien avec Scaloni. Ils ont fait Copa América, Finalissima, Coupe du Monde et Copa América. Donc, tout ce qu'ils entreprennent, ils le réussissent. Maintenant, certains cadres se font vieux, comme le gardien, qui est très bon dans les séances de tir au but, mais c'est pas le meilleur gardien du monde. Ils ont leur défenseur central, l'une des stars, Otamendi, qui est aussi vieux. Et surtout, ils ont un Lionel Messi qui, je l'ai vu en 2024 à la Copa América, j'ai été choqué de son niveau. Ce n'est plus du tout le même Messi qu'on a connu au Barça ou même au PSG. Pour cette équipe, Lionel va devoir compter sur ses coéquipiers plus que jamais. Comme en 2024 où, rappelons-le, le game changer de la finale contre la Colombie en Copa América, c'était Leandro Paredes qui de base est juste un bon remplaçant de l'Argentine. Un joueur défensif. Oui. Il a fait une bonne récupération, il a directement lancé, je pense, Lo Celso qui lui a lancé Lautaro Martinez. Et du coup, ça s'est terminé avec un 1-0, je crois, ou un 2-0. Mais, voilà. En fait, pour moi, l'Argentine, c'est une équipe, il ne faut pas se baser sur sa liste pour former les attentes qu'on a sur eux. Parce que si on voit leur liste, c'est pas impressionnant. Beaucoup de joueurs vieillissants. Disons que c'est pas l'Argentine qui faisait peur comme à la dernière édition de Coupe du Monde. Non, attention. Malgré tout, même la dernière compétition, ils n'avaient pas un effectif qui faisait peur. Exactement. En fait, l'Argentine, là où elle est dangereuse, c'est depuis qu'elle a ce type d'effectif. Parce que là, si tu prends par exemple leurs joueurs défensifs, leur meilleur joueur défensif, normalement, Romero sort d'une saison catastrophique à Tottenham, où il joue le maintien à ça. C'est comme Van de Ven. Ce sont des joueurs qui sont tombés sur la mauvaise équipe. Mais est-ce que Messi fait peur comme à la dernière Coupe du Monde? Non. Non, pas à ce niveau. C'est plus ça ma question, en fait. Parce que l'Argentine, c'est un peu Lionel Messi, surtout les années précédentes. Mais cette année, justement, comme ce que disait Sad, ça va jouer autour de Messi, mais pas que. Mais est-ce que Messi, cette année, c'est le Messi qu'on connaît, qui fait peur, et dès qu'il a le ballon, on doit trouver une solution pour l'arrêter? Non, parce que Messi, aujourd'hui, contrairement à 2022, 2018 et les autres éditions, il est très bien entouré offensivement.
c'est peut-être le point fort de cette sélection, avec un Julián Álvarez qui est demandé par tous les grands clubs européens. On a un Nico González qui fait de beaux matchs avec l'Atlético. Thiago Almada, c'est un bon remplaçant aussi. Giuliano Simeone, qui est un guerrier, qui ne fait que courir tout le match pour récupérer des ballons. À l'image de son père. Et on a un Lautaro Martinez qui quand même reste le meilleur joueur de l'Inter sur peut-être les 4 dernières saisons. Donc aujourd'hui, il a de bons joueurs à ses côtés. Maintenant, Messi reste Messi. Il peut lancer une passe ou il peut débloquer un match, mais coup d'éclat. Mais ça ne sera pas vraiment la Coupe du Monde de Messi. Non, il ne sera pas au niveau de 2022, mais ça reste Messi, comme on a dit. À tout moment, il peut faire de la magie. Maintenant, leur milieu, c'est pas mauvais. Si tu mets un Enzo Fernandez, on a un Nico Paz que beaucoup de monde attend. Et qui va... Mais je ne pense pas qu'il jouera. Il est blessé? Non, parce que Enzo Fernandez, McAllister et De Paul, pour moi, c'est les 3 titulaires indiscutables. Oui, j'ai capté. Mais peut-être qu'on a vu l'Argentine en 2022 où à un moment le système de jeu a été changé. Oui. Donc peut-être qu'il adaptera au système de jeu. Il y a quand même, comme on a dit, McAllister qui est un joueur confirmé, Enzo Fernandez. Il y a le retour de Lo Celso, je pense qu'il n'était pas là en 2022 à cause d'une blessure. Oui. Il y a De Paul, le grand soldat, Paredes. Il y a quand même beaucoup de soldats. En fait, cette équipe, ça va se jouer à la bagarre. C'est ça, c'est une équipe, la méthode Scaloni, c'est on rentre pour ne pas perdre. Quelle que soit la façon, s'il faut provoquer l'adversaire, s'il faut prendre des rouges, s'il faut déstabiliser, on va le faire pour gagner. En fait, pour conclure, à part le cas Messi, si on prend le reste de l'effectif, l'Argentine, ça va se jouer à leur motivation. Est-ce qu'ils ont toujours cette même dalle que les années d'avant où ils ont gagné des titres? C'est ça Pour vous, l'Argentine ira jusqu'où? Ça dépend du parcours, ça dépend du tableau. Pour moi, l'Argentine, ça sera comme l'Angleterre. S'ils rencontrent un gros... C'est bye. Oui, c'est au revoir. Quand on dit gros, c'est Espagne, France. Je pense même que l'Angleterre peut les éliminer. Ouais, peut les éliminer. Ça fera un très bon match. Ça m'étonnerait. Dernière équipe à couvrir, le Portugal. Et non des moindres. Moi, cette équipe, je la trouve excellente. Pour moi, il a peut-être le meilleur milieu de cette Coupe du Monde. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, quand on voit les joueurs... jouer entre eux au Paris Saint-Germain, puis tu rajoutes Bruno Fernandes, ça peut faire mal. Là, je suis face à 2 experts du Portugal. Je vais donner une analyse très rapide parce que je ne suis pas vraiment cette équipe. Pour moi, titularisation de Ronaldo en 2 mots. Il a joué les matchs de préparation, il est là depuis longtemps. Il y avait des débats par rapport à choisir entre Ramos et Ronaldo. Pour moi, j'étais team Ramos. Maintenant, force est de constater que Martinez a choisi son attaquant, donc il faut le faire jouer. Mais est-ce que Martinez a trouvé la bonne formule avant la Coupe du Monde? La préparation n'est pas parfaite avec un silence de ses attaquants. Les 2 attaquants qu'il a n'ont pas marqué de but. Et ça, c'est inquiétant. Et va-t-il débuter la Coupe du Monde avec sa composition classique ou est-ce qu'il nous réserve une surprise pour ce mondial? Et je rajouterai une dernière chose. Est-ce que le Portugal a le droit à l'erreur au vu du format, des joueurs qu'ils ont et surtout du groupe du Congo, Colombie et Ouzbékistan. La dernière de Ronaldo sera-t-elle le sacre ou encore une désillusion? Pour ma part, je les vois aller au bout, sauf contre la France et l'Espagne. Moi justement, s'il y a une équipe que je mettrais juste derrière la France et l'Espagne, ça serait ce Portugal-là. Pour revenir sur Ronaldo, je trouve que ça serait quand même intéressant de l'essayer au début plutôt que Ramos en titulaire et voir ce que ça donne au moins sur les 2 premiers matchs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sorte de grinta qu'il aura. Je crois que ça, c'est important. Il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. Je pense qu'il va se donner à fond. Et puis le nom Ronaldo, ça fait quand même un peu peur, rien qu'inconsciemment. Je pense qu'il vaut le coup quand même de l'essayer en titulaire au moins les 2 premiers matchs ou la phase de groupe pour voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va vouloir se dépasser et que autour de lui, les joueurs vont vouloir aussi, pour lui qui termine sa carrière sur un haut, une bonne note en Coupe du Monde, parce qu'on sait que ces dernières Coupes du Monde ont fini en pleurs. Donc voilà, moi je verrais bien Cristiano Ronaldo en titulaire avec même pourquoi pas Joao Félix. Ils doivent s'entendre assez bien vu qu'ils jouent ensemble et que Joao Félix a démontré de bonnes choses sur les derniers amicaux. À voir cette équipe qui elle va mettre en attaque, c'est un peu le point d'interrogation pour moi. Sinon en défense, en milieu, on sait un peu qui seront les titulaires. Mais grosse équipe pour moi, Isma. C'est une équipe qui est capable de battre tout le monde, que ce soit l'Espagne, la France. Et j'aimerais bien qu'ils remportent cette Coupe du Monde. S'ils arrivent à battre le Maroc, parce que là, quand même, le Maroc, c'est leur bête noire. Sur un match.
sur 2 matchs. Comment ça sur un match? Un match on a gagné, un match on a perdu. N'oublie pas que la Coupe Le du même Monde score. d'avant, c'est eux qui nous ont tapé. Le Maroc a joué beaucoup mieux qu'eux sur cette Coupe du Monde 2018, je trouve. Pour moi, s'il y avait pas la faux. VAR, le résultat serait différent. C'est Oui, pas faux. oui, c'est clair. D'ailleurs, même le but de Ronaldo, il y a un point d'interrogation dessus. Qui est venu en début de match sur un corner et que Ils ont, Ah a pro- changé la physionomie du match par la suite. ils ont surtout profité du manque d'expérience de la sélection marocaine Oui. pour arracher les 3 points. Ouais, parce que la sélection marocaine en 2018, elle a plus joué pour jouer que pour gagner. Elle n'a pas eu le malice de gagner ces matchs. En tout cas, revenant à ce Portugal, oui les gars, moi je vous rejoins sur le papier et l'équipe elle fait rêver. Maintenant, le problème de ce Portugal, il est similaire un peu à la France et différent aussi. C'est que beaucoup d'individualité, beaucoup d'ego, beaucoup de joueurs qui montent en grade. Par exemple, un Vitinha aujourd'hui, c'est pas un Vitinha en 2024. Est-ce que Vitinha va accepter de laisser le jeu à Bruno Fernandes? Après, Vitinha, il connaît son rôle. Et Bruno connaît son rôle aussi. Donc, ils vont pas se marcher sur les pieds, je pense. Non, c'est même pas ça le problème de ce marché. Je pense que deux joueurs de qualité sauront jouer ensemble. C'est plus la question de qui fait quoi. Et quand je dis qui fait quoi, ça veut dire Vitinha. Est-ce que, par exemple, sur une séquence de jeu, est-ce que Vitinha, quand il doit donner vite à un Bruno qui veut jouer vite, est-ce qu'il ne va pas temporiser? En fait, ce que je dis, c'est que, surtout sachant qu'ils ont un coach qui est un peu trop, qui ne met pas en place ses idées, est-ce que chacun va vouloir jouer son football? Ça veut dire Vitinha, il aura une vision que Bruno n'a pas, que Ronaldo n'a pas, que Bernardo Silva n'a pas. Est-ce que ça va pas créer un problème d'homogénéité Non, dans je, le football? je pense pas parce que comme a dit Mehdi, c'est la dernière de Ronaldo. C'est une Coupe du Monde qui, vu le format, est à la portée pour aller le plus loin possible. Je pense qu'il y aura peut-être un peu une petite guerre d'ego lors des premiers matchs, mais dans les moments décisifs, ils vont se mettre d'accord. Moi, je vous rejoins dessus. Maintenant, à voir comment Ronaldo sera utilisé. Qu'est-ce qu'il va donner sur les premiers matchs? Parce que ça, on a vu sur les dernières compétitions, ça va aussi jouer par rapport à sa concentration, son temps de jeu. Qui sera à ses côtés? Est-ce que ça sera un Leao, un Félix, tenter un truc à la Neto, tout ça? Bernardo Silva sera-t-il titulaire? On verra bien. La défense, on connaît à peu près, on connaît 3 des 4 gars qui joueront. Le point d'interrogation, ça sera sur Joao Cancelo. Sera-t-il titulaire? Ou il tentera un gars un peu plus, Ouais, il mettra qui montera moins style Non, Semedo, il sera Dalot. titulaire. Parce que Dalot, mine de rien, il fait un bon match amical là, contre Nigeria. Après Dalot, moi, j'ai mon avis sur ce gars. C'est Oui, pas- oui, on a tous notre avis. C'est pas avec Dalot que. C'est plus. Dalot, il ne débloquera pas une n'est situation. pas- Il y a même un Matheus Nunes il n'est pas régulier. qui joue à Manchester City. Ce que je trouve intéressant beaucoup de sur, choix en termes de latéraux. sur ce format de Coupe du Monde, c'est que ça va par exemple te permettre de faire reposer Cristiano sur 2 matchs avant les 16e, le gérer par rapport à son âge. Il peut jouer le premier match titulaire, puis il peut mettre, au cas de victoire, mettre Ramos au 2e match, après, puis remettre Ronaldo au 3e match s'il sait qu'il est déjà qualifié en 16e pour mettre Ronaldo en 16e. Ça serait On mieux. pourra gérer Parce que le cas Ronaldo. D'ailleurs, en parlant de Samédi, c'est les erreurs qui ont été faites précédemment, que ce soit par Santos ou par Roberto Martinez à l'Euro 2024. Le gars, il savait qu'il allait être qualifié. Même, il était assuré qu'il allait être premier du groupe. Et pourtant, le 3e match, il te fait jouer un Ronaldo, tu vois. Donc là, je pense que la gestion va être différente. Et c'est là où ça va être intéressant. Maintenant, pour moi conclure par rapport au Portugal, je pense que, vu le format, vu les adversaires qu'ils ont, même s'ils ne seront pas convaincants, ils vont réussir quand même à passer certains pièges, certains Ils ont adversaires. le Congo, la Colombie. À eux, Et de l'Ouzbékistan. toute façon, quand il me l'a dit ça, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Maintenant, le jour où ils joueront un adversaire difficile, parce qu'on a vu sur les dernières compétitions, c'est là où ils passent à côté. Et donc, le jour où ils joueront un adversaire difficile, c'est à eux de montrer et de prouver leur statut. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai une dernière chose pour vous, fans de Ronaldo. Vous pensez que s'ils sont qualifiés, l'Ouzbékistan, c'est le 2e ou le 3e match? 2e. 2e. S'ils gagnent le premier match, Hmm. est-ce qu'il faut faire jouer Ronaldo contre Non, l'Ouzbékistan ou pas? moi je le ferai pas jouer. La Moi, je confiance est importante aussi. Mettre des buts contre Oui, l'Ouzbékistan, ça peut au booster moins, la Moi, je confiance. pense- pas tout le match. Moi, je le mettrais plus, pas face à la Colombie, qui sera un match un peu plus intense, un peu plus physique, où il a le moins de chances d'être en confiance. Oui, oui. Lui donner les 20 dernières minutes. Voilà. Il va rentrer avec une bonne grinta et leur Et faire surtout, peur. les défenseurs seront déjà fatigués Oui. avec Ramos qui. Surtout quand tu prépares ton match en te disant je vais jouer un Ronaldo. Et de toute façon, peu importe le scénario, peut-être que la Colombie sera aussi à 6 points. Peut-être que la Colombie sera en recherche de points pour assurer une place qui leur
qui leur permettra de ne pas jouer des adversaires difficiles directs, donc à voir. Mais moi, au contraire, un Ronaldo à 41 ans, je le ferais plus jouer contre l'Ouzbékistan Moi que aussi, contre je suis la d'accord. Colombie. oui, je suis D'accord. Bah, cette équipe de Portugal, on parlera aussi un peu plus d'elle dans les En temps épisodes à voulu. venir. De toute façon, toutes les sélections qu'on vient de voir maintenant, on va faire un petit débrief après Ouais, leur... surtout après leur ouais, premier match. oui. En tout cas, merci les amis pour nous avoir accompagnés sur cet épisode-là. C'était intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. On va pas prendre 4 heures quand même par épisode. Effectivement. Mais on reviendra sur certaines équipes et surtout on reviendra aussi sur les flops qu'on voit. Je pense que ça sera notre Et prochain les tops épisode. aussi. Ouais, le prochain Top et épisode. flop. Que ça soit de cette pour les équipes et surtout pour les joueurs, parce qu'on n'a pas assez parlé des individualités. En tout cas, merci à vous les gars. Merci à vous. Merci Félicitations déjà. Merci d'être venu, Seth, qui sera une personne qui sera ça là qui sera avec nous. sur plusieurs épisodes. Vous n'avez pas le quand choix de toute façon, les gars. même. On va vous l'imposer, Seth. Et en tout cas, merci les gars. Ciao, ciao. Ciao. Allez, au revoir.